Quel est le rôle des communautés locales dans la préservation de la biodiversité? Leur importance apparaît de plus en plus cruciale. Pourtant, quand on est sur le terrain, on le voit depuis longtemps. Ce qu'on voit, c'est que 73% des populations de vertébrés sauvages ont décliné en 50 ans. Il faut donc trouver une solution pour amener le maximum d'acteurs de conservation de la biodiversité autour des mêmes objectifs, et ces communautés locales en sont certainement une clé. Maintenant, regardons un peu comment ça se passe en vérité. Je vais vous parler des Malgaches, des populations malgaches, comment ils vivent avec leur environnement, comment on en fait des acteurs de la conservation de l'environnement, de Richard, un producteur d'huile essentielle que j'ai aidé à développer son activité et qui m'a appris beaucoup de choses sur le fait de ne pas penser trop simplement, sur les pygmées que j'ai rencontrés capables de chasser des éléphants à la Sagaie en Afrique centrale, au fin fond des marécages du Congo. Mais je vais vous parler aussi des Yanomami, des aborigènes, de représentants de peuples hindous avec qui je suis allé à New York, au siège des Nations Unies, avec des représentants de l'industrie française des cosmétiques, pour tenter de mettre tout ce petit monde ensemble et de faire émerger, justement, l'importance de ces populations locales, de ces peuples autochtones, pour servir d'outils à la conservation de la biodiversité, pour prendre leur leadership de gestionnaire de l'environnement et en faire vraiment le moteur de la préservation de la biodiversité et pour montrer l'exemple aussi. Maintenant, tout n'est pas simple. Les pygmées sont d'incroyables chasseurs. Je me souviens avoir vu ces petits hommes. Je suis allé avec eux dans la forêt. Il faut aller très très loin. C'est plusieurs journées de voyage en avion jusqu'à Imfondo, je me souviens, cette ville extrême du nord du Congo. Et ensuite, il faut prendre un petit camion pour aller au bout de la route. Ensuite, prendre des pirogues et puis, bref, s'enfoncer au fin fond de la forêt vierge. Et il n'y a qu'une solution, c'est par les rivières. Et on finit par rencontrer ces petits villages de pygmées. Et ce qui m'a marqué à l'époque, c'est que les villages des pygmées sont très souvent en arrière d'un village de Bantous qui se trouve lui-même au bord de la rivière. Parce que les pygmées manquent de choses élémentaires qui sont des bassines du sel. Et souvent, donc ils se rapprochent de ces Bantous, mais ça en devient souvent des esclaves volontaires la plupart du temps. Mais vraiment une situation, oui, de quasi-esclavage des pygmées vis-à-vis de ces Bantous de bord de rivière. Le Bantou est capable de donner un fusil à un pygmée et lui dire « Ok, tu vas chasser ». Le pygmée va ramener une antilope ou autre, même un buffle ou des singes, etc. à manger. Mais souvent, il va recevoir quelques viscères de l'animal et le Bantou va tout récupérer avec son fusil parce que le pygmée est un bien meilleur chasseur que le Bantou. Cette chasse, imaginez que le pygmée, il l'a fait traditionnellement à la Sagaie. Donc se trouver avec un calibre 12 et de la chevrotine, ça change tout. C'est tellement facile pour le pygmée. Mais là, on arrive au fond de notre question déjà. C'est qu'en fait, les pygmées dans toute cette région-là n'ont pas le droit à la parole, ne sont pas vraiment des gestionnaires de l'environnement, et en fait, ils sont soumis au bon vouloir des Bantous. Donc, c'est pas aussi simple que ça de donner le pouvoir, parce que leur donner une région en gestion, par exemple, encore une fois, c'est très très compliqué, parce que ce sont des gens qui vivent dans la forêt. Il n'y a pas de leader dans le peuple pygmée. Il y a des
pygmées qui vivent, chaque groupe a son autonomie quasiment. Donc leur donner un territoire à gérer ne serait absolument pas fonctionnel, et à l'extrême servirait les Bantous qui ne sont pas des gestionnaires de la forêt, qui ne sont pas des grands connaisseurs de la forêt, qui connaissent très très bien la rivière, les animaux qu'il y a autour, mais pas du tout la forêt en elle-même telle que les pygmées peuvent le savoir. Donc ça, c'est le premier point qui dit, finalement, c'est pas aussi simple que ça. Ceci étant, on voit des sages qui sont capables, dans ces peuples-là, d'insuffler le respect de l'environnement, la durabilité de l'exploitation des ressources naturelles, qui finalement en fait la conservation. Je vais vous donner l'exemple de ce chef Yanomami, donc un Indien d'Amérique du Sud, de l'Amazonie. J'ai travaillé avec l'industrie cosmétique en France à essayer de leur faire réaliser un peu plus la complexité de ce qu'ils pouvaient avoir envie de faire pour répondre aux attentes consommateurs, hein, soyons quand même clairs. Clarins et Yves Rocher, donc Christian Courtin-Clarins et Jacques Rocher en particulier, avaient créé le Natural Resource Stewardship Circle, qui devait regrouper l'industrie des arômes et de la cosmétique pour arriver à prendre des mesures de développement durable, on va dire en général, d'utilisation durable des ressources naturelles. Et j'ai collaboré avec Catherine Perrault, qui était la directrice de ce groupe-là, qui faisait le tout, pour rédiger un texte qui a été approuvé par tout le monde et qui a même été approuvé et reconnu par le programme des Nations Unies comme vraiment une démarche très intéressante de ce secteur privé. Et le NRSC a adhéré à la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones et aussi l'Organisation internationale du travail, ce qui n'était pas évident quand on est décalé, parce que les règles du travail en France sont quand même relativement bien respectées, mais quand il s'agit de filières qui sont dans des pays en développement, c'est beaucoup moins facile de montrer qu'on respecte ces règles. En tout cas, donc l'industrie s'est engagée à le faire. Et en fait, pour fêter ça, mais surtout pour montrer vraiment que l'industrie avait envie d'aller au bout, Catherine avait organisé une réunion avec l'ensemble de ses chefs d'entreprise. Je me souviens qu'il y avait Michel Mann, je crois, il y avait Gilles Andrieux, le patron de Givaudan, donc des fournisseurs aussi de l'industrie de la parfumerie. Il y avait Jacques Rocher de Yves Rocher, il y avait Christian Courtin-Clarins, etc. Et on s'est retrouvés à New York, au siège des Nations Unies, avec différents représentants de peuples autochtones. Je me souviens d'un aborigène, je crois que nous avions un papou, nous avions et un représentant du peuple Yanomami, qui était un personnage assez extraordinaire, qui avait été recueilli par un Américain, et en fait il l'a ramené à New York, entre guillemets. En tout cas, il lui a permis de faire des études supérieures, et ce chef Yanomami, qui était à l'époque futur chef, est devenu avocat à New York, et il est retourné vivre dans sa communauté. Et en fait, là, quand on se retrouvait avec les industriels, le but était d'aider à monter des filières qui allaient permettre de valoriser certaines plantes, certains savoirs traditionnels de ces peuples-là, et puis d'arriver à les soutenir en créant des revenus durables pour ces communautés locales grâce à l'industrie. C'était ça la noble idée de ce Natural Resource Stewardship Circle, et qui se mettait en place. Et donc, on a eu des discussions sur des choses concrètes à mettre en œuvre après. Et avec les Yanomami, il y avait une plante que tout le monde connaît un petit peu, qui est le roucou, qui fait le rouge des peaux rouges, que dont les graines broyées permettent de faire cette couleur très très rouge que les Indiens d'Amérique du Sud se mettaient sur le visage.
d'Amérique du Nord aussi d'ailleurs, mais qui a des propriétés cosmétiques intéressantes. Et je me souviens que nous avons eu une réunion donc avec ce représentant du peuple Yanomami en disant écoute, si ça vous intéresse, nous on est partant de développer avec l'industrie, avec un groupe d'industriels, une filière qui vous permettra d'être payé durablement pour ces ressources exploitées et donc de vous impliquer un peu plus dans la préservation de l'environnement, mine de rien aussi théoriquement. Et ce chef Yanomami a dit ok, pourquoi pas, mais je vais aller en discuter avec les anciens. Et c'est là où il y a la chose vraiment importante, c'est que en fait, il a pas dit oui ou non en tant que chef. Il a dit non, je vais retourner. Donc on s'est retourné, donc c'est des jours et des jours depuis New York pour repartir sur l'Amazonie et remonter les rivières jusqu'à son peuple, qui est un peuple très isolé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc plusieurs mois plus tard, l'industrie lui a repayé son voyage et il est venu. On s'est retrouvé à Paris. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'était de dire que quand il est revenu, il a dit non, ça nous intéresse pas. En fait, ce peuple Yanomami, en tout cas cette communauté-là, disait on n'a pas besoin de votre argent. Et ça, c'était fascinant. Ça veut dire qu'il y avait une vraie volonté de vivre dans son environnement naturel et de pas obligatoirement changer vers le système, obligatoirement d'avoir plus de choses, d'avoir des biens matériels. Et ça, c'est fascinant parce que ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir des leaders de ces peuples autochtones qui vont avoir des vraies envies de continuer à vivre avec leur environnement et puis de préserver leur mode de vie et leur environnement dans lequel ils vivent, qui est indispensable pour eux. C'est dans ce sens-là que ce genre de démarche est absolument fonctionnel, puisque en fait, ces peuples-là savent qu'ils sont dépendants de leur environnement quand ils décident de vivre avec et de ne pas passer dans une consommation et une production plus rapide. Maintenant, je vais vous donner cet exemple de Richard, donc un pasteur, donc qui avait une vraie foi d'œuvrer pour sa communauté, donc dans l'est de Madagascar. Dans l'est de Madagascar, j'avais trouvé une plante qui s'appelle le ravensar, pas le ravinsar qui est cette Cinnamomum camphora qui fait cette huile essentielle antivirale totalement extraordinaire dont les ventes ont explosé durant la Covid-19, mais le ravensar qui est Ravensara aromatica, Cryptocarium aromaticum maintenant, qui a changé de nom scientifique et qui est une plante endémique de Madagascar, qui est un très gros arbre qu'on trouve dans les forêts. Il n'y en a pas beaucoup. L'huile essentielle était extrêmement intéressante et je cherchais à voir si on arrivait à travailler, à produire durablement cette huile essentielle. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire, mais il y a eu des années et des années de travail qu'on poursuit encore avec de nombreux chercheurs du CIRAD en particulier qui nous ont beaucoup aidés avec les chercheurs du FOFIFA qui est l'Institut malgache de recherche. Mais bref, on a travaillé sur le mode d'exploitation durable de cette ressource. Et pour qu'il puisse y avoir une valorisation sur place, j'avais monté un système qui permettait de financer aux communautés locales directement un alambic pour qu'elles puissent produire elles-mêmes ces feuilles-là. On a mis en place les protocoles de production durable, donc c'était compliqué parce qu'il fallait grimper aux arbres pour collecter les feuilles, alors que les arbres mouillés dans cette forêt tropicale humide sont difficiles et que bien souvent les gens bêtement coupaient les arbres parce qu'ils ne voyaient pas la durabilité. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette notion de durabilité, elle peut avoir lieu quand une communauté gère sa ressource, gère sa forêt. Quand il y a compétition sur la forêt, ce n'est plus pareil. Et là, ça devient presque une course à l'exploitation maximum de cette ressource, même si on l'exploitait durablement par la suite. Parce que cette plante s'appelle ravensar, ravensar qui veut dire les bonnes feuilles, on utilise ce terme pour plusieurs autres plantes à Madagascar, mais qui dit bien ce qu'il dit, c'est que pour les communautés locales, cet arbre était crucial, puisque ses feuilles soignent. Donc, bien sûr, ils avaient envie de le conserver. Et ce pasteur, Richard, a tout de suite adhéré à ma proposition de travailler sur l'exploitation durable de ces plantes, puisque il savait qu'ils en avaient besoin au sein de sa communauté pour se soigner eux-mêmes,
outre le fait que de pouvoir distiller lui permettait d'avoir des revenus supplémentaires conséquents qu'il allait aussi utiliser pour sa communauté. Mais là, ce qu'il y a eu de fascinant, c'est que il a réussi à être autonome, donc je lui ai laissé l'alambic, et au bout de quelques années, j'ai revu Jean Richard, Jean Richard, pardon, et je lui ai demandé comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, et en fait, il distillait pratiquement plus, parce qu'il me disait, il y a presque plus, mais tout fier de lui, il me dit, mais grâce à l'argent que j'ai gagné avec la production des huiles essentielles, j'ai pu investir dans une autre activité pour soutenir ma famille et ma communauté, et j'ai pu acheter un bâcher, ce qu'on appelle donc une vieille 404 bâcher, qui lui permettait de produire du charbon à partir de la forêt vierge. Parce que c'était très rentable, et finalement il s'est mis à devenir producteur de charbon, et puis grâce à sa camionnette qu'il a pu acheter, de pouvoir aller jusqu'à la ville vendre son charbon. Donc là, il y a un point fondamental quand on est sur ce truc, c'est que pour que les communautés locales puissent être de vrais acteurs de la conservation, eh bien, il faut que leur environnement naturel, ils en aient une vraie responsabilité officielle auprès de l'administration aussi et auprès des autres communautés. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, il s'agit pas d'aller vers trop de simplicité. Il y a tout un processus qui est complexe. Mais pour rester positif, ce qu'on a vu des expériences qui ont fonctionné, et non loin de là, donc peu de temps après, j'ai créé la réserve expérimentale de Wuiman. Et ça, en fait, on l'a appelé une réserve communautaire, parce que même si c'est l'ONG que j'avais créée qui a pris un leadership, la décision de créer la réserve a été faite avec les communautés locales. Donc ça s'est fait vraiment, la première réunion, je me souviens très bien, j'ai eu toutes les communautés, les représentants des communautés, donc il y avait une trentaine principalement de vieux, et qui étaient là pour décider. Et donc jamais j'aurais fait le projet, d'ailleurs j'aurais même pas pu le faire, si eux n'avaient pas été d'accord avec ce projet-là. Et ce que je leur ai présenté, c'était vraiment de dire, ok, eh bien en fait on va sécuriser la zone de Wuiman pour en faire une zone de gestion durable. Et c'est à ça qu'ils ont adhéré. Et en fait, on travaille maintenant depuis 20 ans sur ce site. Et il y a des associations locales qui se créent, qu'on a aidé à créer justement pour avoir des statuts juridiques, pour vraiment défendre leur position de gestionnaire. Et maintenant, ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle un comité de DIN, qui est le DIN, ce sont les lois traditionnelles non écrites, donc ces lois verbales, et qui sont reconnues de tous. C'est-à-dire quand ce comité de DIN dit « c'est interdit de couper la forêt », eh bien, il n'y a pas besoin de l'écrire sur le papier, c'est dit et tout le monde le sait. Et c'est ce qui se passe maintenant. Donc ce comité de DIN a déterminé qu'il fallait plus couper la forêt, qu'on allait travailler, comme ils disent, avec Béra et puis l'ONG L'Homme et l'Environnement pour arriver vraiment à gérer durablement la forêt et aussi les zones de développement agroforestier. Et donc ce comité a dit ok, ceux qui vont couper de la forêt seront punis. Donc il n'y a plus personne qui met le feu, non pas parce que l'ONG est présente, il y a eu des périodes difficiles et ça suffit pas, mais parce que les anciens, parce que les communautés locales ont elles-mêmes décidé qu'elles mettraient des règles de gestion durable de ces ressources-là. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnements qui sont possible pour générer cet énorme changement qui est nécessaire d'arriver à gérer durablement la conservation de la biodiversité. Et il y a eu un mouvement énorme récemment, c'est que durant la dernière conférence sur la biodiversité, qui était la COP16, qui s'est tenue en Colombie, là en 2024, eh bien il y a eu un gros pas, puisque les Nations Unies et les pays qui étaient là, 196 pays représentés, ont décidé d'avoir une sorte de comité
des peuples autochtones qui allaient avoir sa parole et qui allaient pouvoir justement dire ce qu'il faut faire, devenir en fait ces peuples autochtones gardiens de la paix et de la nature. Et ça, c'est un gros pas en avant parce que ça veut dire qu'au moins on va les écouter. Il y aura une voix qui sera unifiée pour influencer ces décisions mondiales lors des conférences. Et ça, c'est très très bien parce que là, ce sont des représentants de ces peuples-là, en particulier d'Amérique du Sud, mais aussi d'autres continents, où il y a vraiment une volonté de défendre des modes de vie qui soient cohérents avec une gestion durable de l'environnement et qui ne soit pas cette course effrénée à la consommation qu'on sait pas viable. Donc il faut qu'on écoute ces peuples-là maintenant. Moi j'ai appris beaucoup en Afrique centrale avec ces chasseurs aussi qui savent très bien et très bien gérer. Ils vont fatalement pas tuer les femelles enceintes et des choses comme ça, qui sont de la gestion de la faune sauvage, mais aussi vraiment d'avoir ces groupes d'anciens principalement qui s'asseyent. Maintenant, les changements de sociétés telles qu'on les voit font que ce n'est pas aussi simple que ça, et il faut à chaque fois regarder comment cette société elle a son pouvoir de décision et comment on peut justement les aider à avoir ce regard sur leurs ressources. Et ça, c'est ce qu'on va essayer à faire. On va essayer de faire ça dans l'ouest de Madagascar en particulier, pour vraiment parvenir à responsabiliser ces communautés locales. C'est pas nécessaire puisqu'elles ont déjà cette responsabilité de façon intrinsèque dans leur mode de gestion, mais à leur donner la responsabilité administrative et en fait de gestionnaire vis-à-vis de l'État et des autres intervenants du secteur privé, etc., pour qu'ils sachent qu'ils peuvent justement avoir ce rôle de gestionnaire durable de leur environnement à ce moment-là. Et là, ça fonctionne. On l'a vu sur le site de Wiman. J'espère qu'on va le voir dans l'ouest de Madagascar. Et il y a encore beaucoup de pays, au Cameroun, où il y a beaucoup de choses qui avancent dans ce cadre-là. Et c'est super. Donc, les acteurs des peuples autochtones sont vraiment à prendre en compte et à écouter et à leur donner le pouvoir de jouer leur rôle de gestionnaire de la biodiversité.